Nous allons donc reprendre nos échanges pour cet après-midi. Bienvenue à vous. Donc une belle après-midi aussi de retour d'expérience. Et nous avons vu à travers les questions ce matin dans l'application, pour ceux qui l'ont suivi, qu'il fallait du concret. Donc message pour les intervenants de cet après-midi, du concret, des retours d'expérience, ce qui marche et puis ce qui ne marche pas aussi. Pour partager les freins, c'est tout aussi important. Une plénière qui va se passer en deux parties pour favoriser les échanges entre les intervenants. Et pour la première partie, pour ces collectivités qui n'ont pas peur de consommer moins, j'invite sur scène Éric Piolle, Frédéric Perler, Claudine Bichet et Sébastien. C'est à vous. Prenez place, installez-vous où cela vous convient. Il n'y a pas de plan de table. Faites comme ça vous fait plaisir. Éric Piolle, maire de Grenoble et cofondateur du collectif Roosevelt pour une transformation sociale et écologique de l'économie. Frédéric Perler, maire de Genève, conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité, qui comprend notamment le service de l'énergie. Claudine Bichet, je ne sais pas si je vous représente, mais vous étiez déjà avec nous ce matin, adjointe au maire de Bordeaux en charge des finances, du défi climatique, de l'égalité hommes-femmes et vice-présidente de Bordeaux Métropole. Et Sébastien Maire, qui est également avec nous pour cette première partie, qui est délégué général de France Ville Durable, et toujours notre dessinateur favori qui est avec nous, Philippe André, qui va nous accompagner toute cet après-midi. Et nous allons commencer donc des retours d'expérience, du concret, ce qui marche pas. N'hésitez pas à parler des difficultés aussi, c'est important de partager sur les freins que vous avez rencontrés. On commence avec vous, Frédéric Perler, si vous le voulez bien. En février 2020, la ville de Genève a déclaré l'urgence climatique. En même temps, c'était tendance, on voit bien que ça se confirme. Après, en tout cas, c'était ambitieux. Quelle est la place de la sobriété dans la toute nouvelle stratégie d'urgence climatique qui vise à la neutralité carbone ? Quelles sont les actions, les leviers très concrètement que vous avez mis en place ? Alors, vous dites que c'est tendance de déclarer l'urgence climatique, bien évidemment, mais la ville de Genève n'a pas attendu de déclarer l'urgence climatique. Ça fait quand même depuis 2005 que la ville elle a une stratégie climat. Parlez bien dans le micro qu'on vous entend. Elle a une stratégie climat dans son administration et qu'elle l'applique. La nouveauté, c'est après cette déclaration et après la nouvelle législature, le nouveau collège a mis en place une stratégie climat de la ville de Genève qui se décline en 9 axes. Et puis, ce qui touche donc le département que je préside, l'aménagement, la mobilité et les constructions, eh bien, l'énergie en fait partie et la ville de Genève a pour ambition d'arriver au 100% renouvelable et zéro émission en 2050. Ce qui veut dire que nous devrons diminuer déjà de 60% pour 2030. Maintenant, sur les actions concrètes pour cette sobriété... Et oui, alors attention, parce que le micro, quand vous tournez la tête, du coup, on vous entend plus. Donc, collez-le bien. Je vais le visser. Et ben voilà, je ne suis pas faite comme vous voulez. Alors, les actions concrètes. Alors, les actions concrètes, c'est déjà de répondre à la loi cantonale, et c'est un projet très ambitieux à plus de 150 millions de francs d'investissement, c'est de changer les simples vitrages en double vitrage de à peu près 128 bâtiments de la ville. Donc, ça peut être du patrimoine de location pour la population, étant pour les immeubles, les musées, l'opéra, l'administration. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer de au moins 2200 tonnes par année. Ensuite, il y a l'assainissement des bâtiments. Alors, le remplacement des simples vitrages va viser déjà à faire des économies d'énergie, ça c'est clair. Et ensuite, nous passons à la rénovation des grands ensembles. Nous en avons déjà rénové un. C'est un complexe de 500 habitants, ça a pris plusieurs années et qui est totalement autonome en énergie et qui permet aujourd'hui d'économiser 500 000 litres quand même de mazout. Ce n'est pas sans importance. Donc, on va aussi procéder et continuer à l'assainissement énergétique des bâtiments et surtout ce qu'on appelle les passoires.
Et ça, c'est très important. Et vous les repérez comment, les passoires? Il y a l'intelligence artificielle pour aller cibler celles qui consomment le plus? Alors ça, c'est un des moyens qu'on va mettre en place pour la prochaine saison de chauffe. Alors les passoires, on les a repérées depuis un certain nombre d'années. On les connaît. Ça peut être... il y a un centre sportif très important en ville de Genève avec piscine, etc. Et on sait que ces constructions des années 60-70 sont des véritables passoires énergétiques. On a aussi une petite zone industrielle en ville qui est aussi une passoire, et ça, il faudra... on est en train de s'y atteler, donc ça demande une programmation assez longue. Mais vous parlez des systèmes intelligents, alors nous allons faire un test sur 50-60 immeubles l'hiver prochain, qui permettra justement de chauffer les appartements en fonction de la météo extérieure ou bien de la manière dont les logements sont habités par des personnes à mobilité réduite ou très âgées ou des jeunes, et qui permettra justement de mieux doser. On va faire ce test-là pour voir, et on a un désespoir quand même de grosses économies d'énergie. On a aussi, à côté de ces systèmes intelligents, on a aussi toute une campagne qui va démarrer sur l'espace, enfin l'éclairage public et l'éclairage des bâtiments qui permettent de faire des économies d'énergie et puis de préserver la biodiversité, la faune à l'extérieur. Donc cette campagne, elle va démarrer auprès des commerçants et des entreprises. Et sur... le lien avec la société civile, par exemple, eh bien, c'est la sensibilisation aux économies d'énergie. On travaille, la ville de Genève est en connexion avec le canton de Genève, évidemment, mais aussi avec les services industriels de Genève, où on fait des sensibilisations à l'économie d'énergie. Et avec les propriétaires, je viens d'en parler, pour limiter. Et il y reste encore aussi, pour diminuer le CO2, c'est tout ce qui est lié au déplacement. Dans la ville. Toutes les mobilités. Toutes les mobilités. Et donc, on favorise les mobilités douces avec la marche à pied, l'utilisation du vélo, mais surtout, on est en train de construire un nouveau morceau de ville dans une grande zone industrielle qui s'appelle Praille à Cassia-Vernet. Et là, les aménagements des quartiers se font sur le thème de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, on doit, en un quart d'heure, pouvoir atteindre son employeur, pouvoir atteindre un centre médical, pouvoir atteindre son école, et ça favorise la marche à pied, et surtout, ça diminue l'empreinte carbone, et ça fait des quartiers sans voiture. L'objectif, évidemment, connexe, parce qu'il faut toujours avoir en tête le lien social, les effets des personnes qui n'ont pas des moyens, qui ont peu de moyens. On ne peut pas leur demander de vivre encore plus sobrement qu'actuellement. Donc, c'est aussi, avec cet aménagement de cette nouvelle ville, éviter des cités dortoirs comme on les a connues dans les années 60-70. Donc, si vous voulez, en résumé, la ville de Genève, elle a déjà réduit de 30% ses émissions de gaz à effet de serre depuis les années 2000-2005. Et la stratégie, c'est d'arriver à 60% en 2030, surtout avec les assainissements de bâtiments, changer les chaudières, se raccorder au réseau de chaleur et végétaliser les toitures, en y mettant également du solaire. Et ben voilà, et de la mobilité, on en a parlé, donc tout ça fait que ça va continuer sur la bonne trajectoire. Merci, on reviendra avec vous tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur peut-être des freins ou des conseils à donner. Claudine Bichet, alors on va continuer la conversation de ce matin. En quoi le fait que Bordeaux Métropole soit lauréat des 100 villes climatiques neutres et intelligentes à l'horizon 2030 contribue-t-il justement à cette politique qui favorise la sobriété? Alors, c'est bon, ça marche, oui. Bonjour à tous et à tous ceux qui n'étaient pas là ce matin, effectivement. Alors, en quoi ça contribue? Forcément, ça va être un effet levier pour nous parce qu'on croit beaucoup à l'échange de bonnes pratiques entre les métropoles, les villes, qui nous permet d'avoir toujours plus d'idées, de pouvoir avoir bénéficié de retours d'expérience, et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça, c'est vraiment une richesse dont on espère bien sûr pouvoir bénéficier en faisant partie de ce réseau-là. Il y en a d'autres. Je crois que la personne qui est assise à côté de moi vous en parlera aussi. Il y a aussi d'autres formes de labels qui sont intéressants. Là, typiquement, on est dans la labellisation Citergie.
normalement promis aux 5 étoiles l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une prise de recul en fait sur les actions que la collectivité met en œuvre. Et de mesurer. De pouvoir nous évaluer. Alors là, c'est plus sur les process internes, c'est-à-dire voir si en interne, tous les processus administratifs en fait sont bien partie prenante et totalement en phase avec les objectifs de la transition écologique. Et ça, c'est aussi, ça fait partie en tout cas des structures qui permettent en tout cas d'avoir une valeur ajoutée importante pour nous. Après, voilà, ces labels, ça ne fait pas tout. On ne fait pas tout ça pour avoir des labels, bien au contraire. On espère en bénéficier au maximum, comme je l'ai dit, pour des questions de retour d'expérience, aussi de diffusion. C'est-à-dire on croit aussi beaucoup à l'effet d'entraînement. Voilà, des villes exemplaires nous donnent envie d'aller au même niveau et on espère en entraîner d'autres et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout cet effet-là. Après, on ne fait pas tout ce qu'on met en œuvre pour ça. Avant même d'avoir ces labellisations, on a engagé dès le début de notre mandat, on s'est engagé de manière très déterminée sur la voie de la neutralité carbone et d'un territoire à énergie positive. Donc là-dessus, on est encore plus volontariste que ne l'impose la neutralité carbone en faisant en sorte que notre territoire puisse produire autant d'énergie renouvelable que ce qu'il consomme. Donc c'est très très ambitieux et notamment sur vraiment ma délégation propre, donc qui est climat, transition énergétique. Dès le début de mandat, on a vraiment voté un plan de production d'énergie renouvelable beaucoup plus ambitieux que ce qui avait été fait auparavant, en disant partout, en fait, la métropole a directement la main. Il faut y aller, il n'y a même pas de question à se poser. On sait que produire des énergies renouvelables dans le diffus, c'est plus complexe, mais là où on a la main, on y va. Donc on a mis, par exemple, 16 nouveaux projets de réseau de chaleur en études de faisabilité avancée, couverture de tout le patrimoine public en photovoltaïque, production de biogaz à partir des bouts des stations d'épuration. Ça, c'est vraiment des projets sans regret qu'on a lancés dès le début. Autre projet qui me tient particulièrement à cœur, et là, c'était une délibération votée plus récemment, c'est sur la rénovation énergétique des logements. C'est 33% de nos émissions de gaz à effet de serre sur la métropole, donc c'est juste un enjeu colossal, sans parler bien sûr des conditions d'habitation des gens qui vivent dedans. Et on sait que les plus précaires, malheureusement, occupent le plus souvent des logements très, très mal isolés. Donc là, il y a un énorme enjeu et on a vraiment décidé d'aller beaucoup plus loin en additionnant des aides de la métropole à celles de l'État pour faire en sorte que les personnes, les habitants, tentent la rénovation la plus performante possible dans les meilleures conditions possibles. Donc on a vraiment mis des moyens sur le diagnostic, les études, les travaux pour pousser en fait à des rénovations très hautes performantes. Et la formation, on a vu ce matin, pour qu'il y ait des artisans bien formés. Ouais, alors ça c'est un de nos enjeux derrière, c'est que c'est... alors moi, je suis élue que depuis 2 ans et je découvre tout ce monde. Et c'est vrai que là-dessus, personnellement, ça a été une grande surprise de réaliser combien les filières n'avaient pas été anticipées, vraiment. Et en fait, on ne fera pas la transition écologique, énergétique si on n'a pas les filières de métiers structurées. Et on sait que ça va prendre du temps, former des entrepreneurs et ainsi de suite. On a aussi tout ce sujet des matériaux biosourcés, parce qu'on sait que les matériaux ont un impact carbone très très important, et ça en fait il y a tout à faire. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental effectivement d'avancer maintenant très vite sur la structuration des filières. Il y avait un président de région à ma table ce midi, enfin je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est vraiment un enjeu sur lequel les collectivités avec les régions, l'échelon régional doivent vraiment à mon avis agir de manière beaucoup plus volontariste. Et après, enfin bon, il y a déjà eu beaucoup de politiques publiques qui ont été citées. On essaye effectivement d'avancer de plein front sur l'ensemble des sujets. Côté ville, puisque j'ai aussi une casquette adjointe à la ville de Bordeaux, on essaye vraiment systématiquement d'intégrer les objectifs de la transition énergétique et de la neutralité carbone dans tout ce qu'on fait. Donc l'alimentation, pareil, on en parlait ce midi, la restauration scolaire. Cette année, on passe à 2 repas végétariens par semaine. On
on s'interdit pas l'idée de pouvoir aller plus loin. On promeut aussi une alimentation beaucoup moins carnée. Donc là, on est en train de créer un label justement pour faire la promotion de toutes les possibilités alimentaires que l'on a et qui montrent que finalement, on peut vraiment se faire plaisir sans manger systématiquement de la viande. Et ça, c'est aussi tout un travail qu'on fait avec des chefs locaux, des partenaires agricoles et ainsi de suite, de manière à montrer que d'autres voies sont possibles et d'autres voies qui offrent justement des alternatives beaucoup moins carbonées que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, je pourrais être très très longue encore, mais je pense que... Le trio gagnant pour si vraiment on se focalise sur la sobriété, moins de consommation, c'est, vous avez évoqué la viande, et ce serait quoi pour vous là, si on pouvait, je vous poserai aussi la question après, hein. Un trio gagnant, qu'est-ce qu'il faut vers quoi il faut aller en priorité, puisque les finances sont quand même limitées, donc sur quoi il faut se focaliser pour pour la sobriété dans la municipalité, oui, plus sobre. Alors après, les enjeux, ils sont de taille dans tous les domaines. Voilà, nous, sur la métropole de Bordeaux, les transports, c'est 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un énorme enjeu. Donc on sait très bien que les mobilités doivent être une action prioritaire et que c'est loin d'être simple. On a des gros objectifs de report modal qu'on a voté dans le cadre d'une stratégie de mobilité où on veut faire baisser la voiture de 50% à un tiers de part modale. Donc bien sûr, ça suppose voilà, toutes les infrastructures ferroviaires, cyclables, marchables. On essaye aussi de promouvoir très fortement la marche à pied avec un plan marchable de la métropole, des aménagements piétons, parce qu'en fait, à Bordeaux, en tout cas, les gens prennent vraiment leur voiture pour des petites distances. Donc il y a vraiment là-dessus un énorme effet levier, au moins essayer de trouver d'autres alternatives pour les personnes pour qui, a priori, c'est quand même possible. Donc les mobilités, c'est un axe extrêmement structurant. J'en ai parlé, l'habitat au sens large, également tertiaire, c'est quand même une très forte proportion de nos émissions carbone. Et là, on a vraiment un enjeu, et aussi pour la qualité de vie des habitants, d'aller très très fort sur ce sujet-là, et notamment dans le cadre des hausses des prix de l'énergie qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Et puis après, une chose quand même que j'ai pas dit ce matin et qui est intéressant, c'est qu'on a de manière volontaire décidé de ne pas traiter uniquement les émissions directes de notre territoire, mais de considérer l'empreinte dans sa globalité. Donc là, les objectifs qu'on va se donner dans le cadre de notre plan climat, qui est en cours de révision, ça va être au niveau de l'empreinte. Donc du coup, on va aussi sur des sujets tels que la consommation. En gros, on a 50% de notre empreinte qui est délocalisée à l'autre bout du monde, ou à proximité pour l'alimentation, tout ne vient pas forcément de l'autre bout du monde, mais du coup, c'est l'alimentation, c'est environ, je crois, 20-25% sur la métropole de notre empreinte. Oui, c'est un vrai sujet, l'alimentation, il faut aussi l'aborder. La consommation en est un autre. Et là, on a des enjeux, comme je le disais ce matin, de développement de l'économie circulaire qui sont fondamentaux si on veut y arriver. Merci pour ces précisions. Éric Piolle, alors Grenoble sous le feu des projecteurs, capitale verte européenne en 2022. Quelle est la place de la sobriété dans toutes les actions, les politiques que vous menez ? C'est une place qui est conséquente parce qu'en fait, c'est l'imaginaire qui nous porte. Il y a une addiction de la société à la consommation, à la surconsommation. Et donc, notre enjeu, c'est comment on fait dégonfler cette bulle spéculative de surconsommation sur notre empreinte carbone, sur le vivant, sans qu'elle éclate. On voit qu'elle éclate. On le voit avec les guerres qui peuvent se passer aujourd'hui. Évidemment, on a tous en tête l'Ukraine, mais on sait que les bulles spéculatives ont plutôt vocation à éclater qu'à être réduites. Et donc, il faut travailler sur les trois facteurs. Comment re-questionner nos usages, donc ça veut dire redéfinir qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est ringard, comment avoir travaillé l'efficacité énergétique sur ces usages, et puis le troisième volet, évidemment, les énergies renouvelables, donc agir sur les trois volets de l'identité de notre production de gaz à effet de serre, c'est essentiel. Et de la même façon que mes interlocutrices voisines, on travaille sur les questions qui touchent la vie quotidienne et les émissions de gaz à effet de serre.
Donc les déplacements, évidemment, c'est effectivement plus des 2 tiers des déplacements en voiture font moins de 3 km. Je pense que c'est une constante assez large. Là, l'immobilier, à la fois l'immobilier public et le logement, et puis les questions d'alimentation. Donc c'est les gros volets sur lesquels on peut travailler de façon très concrète. On a le même point de référence que la ville de Genève, cher Frédéric, puisque nous aussi, le premier plan climat, c'était 2005, c'était un des premiers en France. Et donc, ça veut dire que notre échelle de référence sur la baisse des consommations de gaz à effet de serre, la baisse des consommations d'énergie, c'est 2005. Et on arrive à des choses très, pour parler concrètement, sur l'éclairage public. Là, l'année prochaine, on aura atteint les 50% de réduction de notre consommation d'énergie sur l'éclairage public. On aura changé 18 000 points de lumière dans la ville, baissé de 80% la pollution lumineuse. Et accessoirement, là, il y a un retour sur investissement financier qui est pas négligeable. Quand on travaille dans le bâti, on est plutôt entre 20 et 30 ans comme échelle, donc c'est assez lent. Sur l'éclairage public, là, c'est 10 ans, un peu moins de 10 ans. Ce qui, pour une échelle de rénovation aussi qualitative que cela, je crois, est très intéressant. On a aussi créé un imaginaire, je pense, autour des déplacements, de la pratique de la marche à pied, en coupant des grands axes. Comment vous avez travaillé cet imaginaire autour de la... Il faut forcément un peu des électrochocs. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 conflits à Grenoble parce qu'on a fermé le grand boulevard qui traversait le centre-ville, on a fermé l'axe routier qui traversait la place centrale de Grenoble, et que ça a pu susciter effectivement des réactions en 2014-2016 qui étaient un peu virulentes. Et aujourd'hui, alors du coup autant de temps après, comment ça se passe? Ça marche bien. Déjà, en fin de mandat, on s'est aperçu que les choses avaient bougé. Les commerçants qui avaient au départ affiché par milliers des petites affichettes dans leur magasin pour dire qu'on était en train de tuer le commerce, ils nous ont dit, bon, finalement, vous avez fait bouger. Oui. Finalement, vous avez fait bouger quand même. Voilà, on vient d'avoir d'ailleurs, là, le centre-ville de Grenoble a été célébré dans un classement cette semaine comme un des plus vivants de Grenoble. Notre taux de magasins vides est rebaissé sous les 7%. Donc on est plutôt là dans les choses qui vont bien. Et ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, c'est que dans les nouveaux plans, les piétonisations qu'on continue à la fois devant les écoles, on a un programme qui s'appelle Place aux écoles, donc on piétonise les rues devant les écoles, et puis l'extension du centre-ville piéton, ça rentre maintenant, il n'y a plus de conflit. C'était une des réflexions. Donc il y a un courage politique quand même pour imposer quelque part la sobriété. Il faut y aller, de prendre un peu la foudre. Oui, c'est logique, parce que je vois qu'on sent bien que dans on est à peu près à 10-11 tonnes de CO2 par personne en France. Donc, oui, je crois plus de 20 aux États-Unis. C'est pas forcément une référence. Il faut diviser par 5 en espace très rapide. Le 6e rapport du GIEC a plutôt tendance à nous dire que la date de neutralité carbone de 2050, peut-être que, comme on est en retard sur tous les plans de déploiement, va peut-être devoir s'avancer. Donc le changement, il est fort. Et c'est un changement qui passe par la justice sociale. Inévitablement, les questions de justice et les questions d'ignorance sont les deux grands freins aujourd'hui à l'évolution des politiques. Donc, le programme Capital Verte, pourquoi on s'est lancé dans cette candidature, c'est pour ça, pour que le monde académique, avec le conseil scientifique qu'on a créé, que le monde des institutions, le monde économique, le monde de la culture, le monde du sport qui se lance, sport et culture, c'est des mondes qui amorcent là une transition et une réflexion autour de cela, pour créer une ombrelle, un cap commun, une mythologie commune autour d'une société qui change son rapport au vivant et du coup qui change ses pratiques sans l'impression d'être étouffé, mais juste en disant que effectivement quand on se déplace en vélo sur les chrono-vélos à Grenoble, quand on loue, là il y a 10 000 vélos maintenant, donc c'est la moitié de la flotte parisienne en vélo de location, on a la moitié à Grenoble qui est 15 fois plus petit, ça veut dire qu'on est content juste parce qu'on peut discuter avec son voisin au feu rouge, tapoter sur le casque d'un enfant, qu'on a l'impression de faire une activité qui est plutôt réjouissante, qu'on voit les montagnes et qu'on a l'impression de faire quelque chose d'utile sur le climat. Donc on a redéfini qu'est-ce qui était cool. Avant, c'était et c'est bon pour la santé, là, parce que côté pollution, et en plus, c'est bon pour la santé, ce qui est un grand facteur, parce que on parle évidemment déplacement, alimentation et logement.
Mais la santé est le quatrième axe, en plus de la production d'énergie renouvelable, puisqu'on produira à la fin de l'année l'équivalent en électricité 100% renouvelable, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, de la consommation des ménages grenoblois. Là, on y arrive, c'est un gros plan d'investissement qu'on avait lancé au milieu du premier mandat et qui arrive à une étape majeure. Mais la question de la santé est majeure pour faire bouger les gens, parce que ça parle à tout le monde, quelles que soient les situations économiques ou les situations culturelles. Et c'est un gros vecteur, d'abord de lutte contre les inégalités, parce que les inégalités sociales et territoriales de santé sont très marquées. Ensuite, parce que, notamment sur la pollution de l'air, il y a une corrélation directe entre les politiques publiques et le résultat. Et donc là, on a financé une grande étude qui s'appelle Mobilair avec des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, et qui nous ont dit qu'on pouvait économiser, si tant est que ce soit le bon mot, mais 8% de décès. À un horizon 2030, par des mesures publiques, c'est 3 mois et demi d'espérance de vie. Voilà, la cigarette, c'est 12, mais on voit qu'on a un peu du mal à aller très très profond, alors que là, c'est des mesures correctives immédiates qu'on peut faire avec les zones à faible émission. On a lancé en 2017 la plus importante en France sur les marchandises, et puis maintenant, on arrive sur celle des véhicules légers. Et oui, les zones à faible émission également aussi un levier important. Merci beaucoup. Alors Sébastien Maire, là on a entendu déjà plein de témoignages. France Ville Durable, c'est une association française qui regroupe l'État, les collectivités, les entreprises, des experts, qui redéfinit les fondamentaux de la transition écologique et énergétique des territoires. Quelle est la place de la sobriété dans les politiques que vous accompagnez ? Eh bien, l'association a justement souhaité redéfinir ce qu'on entendait par ville ou territoire durable. Parce que vous savez que c'est devenu un vocable assez large, trop large certainement. Et elle a établi 4 fondamentaux en essayant systématiquement de les accompagner d'outils, de méthodes, d'exemples, de politiques, de réalisations. Et le premier est celui de la sobriété. Les autres étant la résilience, l'inclusion et la créativité. La sobriété, c'est certainement ce qu'il y a de plus impactant aujourd'hui dans les visions, y compris politiques, de ce qu'on doit faire dans le développement de nos territoires, de plus difficile, psychologiquement, culturellement, et en même temps de plus efficace, tout de suite, et de moins cher. Parce qu'il y a différentes façons de mettre en œuvre la sobriété. Et on voit que beaucoup de collectivités commencent à s'approprier le concept, sont de plus en plus intéressées par le concept, notamment dans les collectivités qui sont adhérentes de France Ville Durable. Grenoble et Bordeaux le sont, notamment. Les premiers soutiens que nous avons dans les collectivités quand on parle de sobriété, ce sont les directrices ou les directeurs des finances, qui en général, dans le passé, n'étaient pas forcément les premiers soutiens des logiques de développement durable. On sort péniblement d'une logique de 20 ans de développement durable, où on considérait que la transformation écologique nécessaire ou énergétique, c'était un verdissement du fonctionnement, sans remettre en cause la question des besoins, des imaginaires, etc. Et donc pour avoir un bâtiment durable, il fallait mettre 20% de plus dans le budget. Se poser la question des besoins, c'est qu'est-ce qu'on ne fait plus ? Et donc on économise tout de suite. Et il y a beaucoup de collectivités qui commencent à raisonner comme ça, parce que la sobriété, c'est efficace tout de suite, sans argent, pour beaucoup de domaines. Je vais donner quelques exemples. Il y a des collectivités, d'ailleurs parmi les exemples que vous avez cités, on voit bien qu'il y a les 2 grands leviers. Ce que la collectivité peut faire, si on prend le domaine de l'énergie, dans le cadre de ses propres consommations, ses bâtiments, son éclairage public, ses propres transports, etc. Et puis il y a ce qu'elle peut faire en termes d'aménagement du territoire et de stratégie de territoire, de construction de l'avenir à moyen et long terme pour le territoire. Pour ce qui concerne ses propres consommations, bien sûr l'éclairage public est très souvent cité, et d'ailleurs ça permet d'illustrer souvent parfois une ambiguïté qu'il y a entre sobriété et efficacité. Sur l'éclairage public, couper la nuit, c'est de la sobriété. Remplacer les ampoules par des LED ou un système intelligent, c'est de l'efficacité. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et diminuer la puissance après 22 heures, par exemple. Alors, on est aussi dans l'efficacité. Alors, en bilan global, à la fin, on pourra parler de sobriété, mais on est sur des mesures de ce type-là. Mais je pense par exemple à ce qu'a fait la communauté de communes d'Argentan, moins de 20 000 habitants, en Normandie, en France. La stratégie de développement ou non des équipements publics dans une collectivité, elle a forcément des conséquences sur les consommations d'énergie. Ils avaient depuis longtemps le projet de construction d'un nouveau centre scolaire parfaitement écologique, énergie positive, etc., mais qui coûtait cher, en neuf, à développer. Puis en même temps, il y avait un autre centre scolaire, pas occupé complètement, qui avait énormément besoin, lui, d'être rénové.
en intégrant cette logique de sobriété à la définition du projet, ils ont regroupé les 2 centres scolaires dans le bâtiment existant, ils ont joué un peu sur la chronotopie, et ils ont du coup mobilisé du bâti existant, ce qui est un facteur très fort pour la sobriété. Ils ont un bâti existant parfaitement rénové écologiquement qui coche toutes les cases, qui a coûté beaucoup moins cher que s'ils avaient rénové l'ancien et fait un neuf. C'est aussi de la sobriété financière. On pourrait citer la ville de Paris dans la ZAC Saint-Vincent-de-Paul qui regroupe de la même manière dans une ancienne maternité un groupe scolaire, un gymnase, une crèche, un centre social et des activités économiques coworking. Cette logique de dire, parce qu'on sort quand même d'une période où chaque fois qu'on avait une idée, les mètres carrés étaient disponibles, on pouvait construire. Ça a forcément des conséquences sur le bilan énergétique global de la collectivité, sur le territoire. Mais on commence à interroger doucement dans les collectivités les stratégies de développement économique. Parce que si on prend les consommations énergétiques d'un territoire, finalement, la collectivité, ce n'est pas grand-chose comparé à l'ensemble du territoire. C'est bien le développement économique, les visions qu'on a pour le développement économique, qui peuvent orienter ou pas à long terme ou à court terme nos bilans, carbone, énergie, etc. Donc accueillir des activités économiques moins énergivores, par exemple, ça peut être un choix politique, mais c'est très difficile. Et vous vouliez qu'on parle un peu des difficultés, et c'est parfaitement compréhensible. Dès qu'on touche aux questions de développement économique, d'attractivité, etc., on touche aux questions fondamentales de l'emploi. Et pour les élus locaux, c'est extrêmement difficile. On a souvent cette question avec des exécutifs de collectivités auxquels on dit vous pourriez avoir des critères pour le développement de votre zone d'activité économique, mais des critères qui ne vont pas être forcément le nombre d'emplois au mètre carré, qui vont être d'autres types de critères. Mais la pression est telle que pour des élus, c'est très difficile de dire « je refuse des emplois carbonés aujourd'hui. Je ne veux pas de ces emplois sur mon territoire ». Je n'ai pas encore vu de collectivité qui passait ce pas. On peut parfaitement le comprendre par ailleurs. Mais pourquoi ? Et j'apprécie beaucoup ce qu'a dit Éric Piolle sur cette question des imaginaires, qui sont beaucoup questionnés aujourd'hui. Vous avez vu, il y a eu un rapport de France Stratégie très intéressant sur le sujet il y a à peine un mois. Il y a un dossier spécial pendant toute la semaine dans Le Monde sur cette question. Et demain matin, une plénière. Et notamment le thème de ces assises, etc. La question des imaginaires collectifs, elle est centrale dans la capacité de la société et donc de ses représentants, des élus locaux, à embrayer dans ces directions du questionnement des besoins. On a un conseil scientifique à France Ville Durable qui travaille sur ça et qui a identifié quelques curseurs de ce type-là. Je vous en cite un ou deux, le confort, par exemple. Nos représentations sur ce qu'on considère comme étant le confort, peuvent-elles évoluer ou pas ? 2 degrés de moins, 6 jours de... Enfin, 2 degrés de moins, je pense au gaz russe, etc., aux économies qu'on devrait faire l'hiver prochain, etc. Porter un damar pendant les 6 jours de froid, ça ne coûte pas très cher, c'est efficace tout de suite. C'est jugé absolument impossible par la plupart de la population. Même si l'État devait fournir un damar à chaque habitant, je pense que ça lui coûterait moins cher que tout un tas d'autres solutions. C'est impossible en termes de convention et de représentation collective. La réussite sociale. J'ai réussi dans la vie à 50 ans si ce qu'on dit à nos enfants, si on est riche ou très riche, si on a une Rolex, si on a une grande maison, voire plusieurs maisons, une grosse voiture, c'est totalement incompatible avec les enjeux de l'Anthropocène. Donc, est-ce qu'on ose mettre ces sujets sur la table pour ensuite aider les élus locaux à aller encore plus loin dans les bifurcations, parce qu'on ne parle plus de transition aujourd'hui. Je pense que transition est beaucoup trop faible par rapport aux enjeux, aux délais qui viennent d'être rappelés. On doit faire bifurquer nos trajectoires. Ça ne passera que par une redéfinition collective et un débat public sur les imaginaires collectifs de nos visions du futur. Eh bien, pour rebondir, donc amen, sainte sobriété, tout à fait. Je vous propose de passer la parole, vous dans la salle, parce que ce matin on était très applis. Voilà, j'ai eu vos questions, mais peut-être que vous voulez les poser en direct, vos questions, et participer au débat. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez réagir et poser une question sur un des sujets, n'hésitez pas, hein. Non ? En tout cas, les micros sont prêts. Oui. Hervé, tu as repéré une main qui se lève ? Ah oui, voilà. Ah ben bravo. Donc je vous propose de vous présenter avant de poser la question. Il faudrait allumer le micro dans la salle. Allez-y. Allô ? Oui. Bonjour, merci pour vos témoignages. Je travaille pour l'association Énergie Partagée.
et je travaille sur la région PACA, sur le littoral notamment. Et j'avoue, une de mes missions, c'est d'essayer de sensibiliser les communes, les collectivités à développer les projets d'énergie renouvelable avec les citoyens, mais également à travailler sur des politiques de sobriété, justement. C'est pour ça que le sujet m'intéresse. Et c'est vrai que je me confronte beaucoup à des élus, même si tous ne sont pas dans la même case et qu'on a aussi souvent des bonnes surprises, qui ont du mal à assumer ce courage politique dont vous parliez. Parce que quand vous dites... Alors je m'adresse directement à Monsieur Piolle, mais c'est aussi pour les autres intervenants, parce que vous avez évoqué le fait que vous avez réussi pendant 2 ans à faire face à des gens qui refusaient la piétonisation. Et souvent, il y a cette peur de se dire, mais il va y avoir des gens contre. Et effectivement, à chaque fois qu'on fait ce type d'action, il y a des gens contre. Qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alors, comment on arrive à trouver les mots pour convaincre les décideurs ? Après, vous pouvez partager. Je ne sais pas s'il y a une recette pour ça. D'abord, je tiens à dire que je suis sociétaire d'énergie partagée, donc je parle en total conflit d'intérêts, donc je mets sur le côté, mais je signale, je dis, depuis très longtemps, avant que je sois élu, mais c'est quand même important de le souligner, et qu'il y a plein de projets effectivement qui émergent avec les citoyens sur la production d'énergie renouvelable, sur les coopératives citoyennes d'énergie renouvelable, et ça se passe bien à Grenoble. Après, qu'est-ce que je dirais des collègues élus ? En fait, ça dépend de quelle est l'optique pour laquelle on fait de la politique. Si on fait de la politique et que c'est un métier, c'est sûr que la prise de risque va être peut-être différente de si on fait de la politique, moi assez déjà tardivement, puisque j'ai commencé à 37 ans, et en fait, je fais le pari que les changements de la société à venir sont tellement forts, les bifurcations sont tellement fortes, que en fait, les changements radicaux sont les changements dont les gens sont fiers après coup. C'est-à-dire qu'ils ont intégré à leur patrimoine culturel. Et donc sur les 2 repas végétariens par semaine qu'on a fait en milieu de mandat, en fait là, c'est passé, il n'y a même pas eu de débat. Oui, on a des débats nationaux sur certains sujets, on se demande pourquoi à Grenoble, mais il se trouve que sur les 2 repas végétariens par semaine, c'est passé en 2016, il y a eu 0 débat. On va lancer là l'alternative végétarienne quotidienne en septembre. Je n'ai pas entendu non plus de tumulte là-dessus. Donc je crois qu'il faut juste être conscient que nous sommes juste dans une phase d'entraînement à des chocs qui vont être de plus en plus violents. Le Covid en a été un petit, mais les chocs énergétiques et les chocs géopolitiques vont être de plus en plus violents. Et les changements de mode de vie vont être de plus en plus forts. Donc on peut faire le pari du fait que c'est ceux qui auront tenu des positions peut-être parfois pas comprises tout de suite, qui en fait font faire des sauts dont tout le monde est fier, et donc les gens ils disent finalement voilà, moi les commerçants, le petit groupe de commerçants de droite avec qui je buvais des coups un soir à 22h, qui me disaient quand même Eric, tu nous as fait réfléchir, ceux-là, voilà, ils ont fait ma journée, et je me dis ça vaut la peine de s'être fait pourrir pendant 2 ans et d'avoir l'impression d'aller faire ses courses avec un casque à pointe. En fait, ça marche bien. Et puis à ceux qui n'ont pas peur, qui ont peur de prendre des risques, je dirais que là, est dans une logique purement électoraliste cette fois-ci, parce qu'il faut aussi parler de ça, on peut juste constater que ça marche. C'est-à-dire que dans les 25 plus grandes villes de France, la majorité que j'ai la chance de conduire, nous sommes les seuls sortants à avoir gagné des voix entre 2014 et 2020. C'est-à-dire qu'entre 2014 et 2020, on a gagné 30% de voix à Grenoble au premier tour. Dans les 25 premières villes, toutes ont perdu des voix. C'est un bon argument, ça. La moyenne des voix perdues, j'ai fait un petit graphe là-dessus, la moyenne des voix perdues, c'est 30% entre 2014 et 2020. Alors, il y avait le Covid, il y avait tout ça, mais il y avait aussi le Covid à Grenoble. Donc quand vous avez juste un graphique qui montre qu'à un endroit, il y a plus 30% de voix et qu'ailleurs, même ceux qui ont été réélus au premier tour ont perdu des plumes entre 2014 et 2020, on se dit que finalement, prendre la foudre à 2-3 moments, ça vitalise, ça donne de l'énergie. Ouais. Bon, merci. Vous voulez compléter ? Claudine Bichet, Frédéric Perler. Je vais essayer de compléter. Effectivement, on est tous confrontés effectivement à ces sujets.
à une forme de déni ou en tout cas d'idéologie qui enferme trop certains. Nous, ce qu'on essaye d'expérimenter, c'est une formation systématique des agents, des élus, parce qu'en fait, bon, tout le monde globalement a à peu près compris ce qui se passe, mais en fait, il y a un moment, il faut quand même aller un peu plus loin dans la compréhension. Et moi, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve ça pas normal que, en fait, des formations poussées pour les élus, les dirigeants de ce pays ne soient pas obligatoires sur le sujet du climat, de la biodiversité, parce qu'effectivement, les enjeux sont colossaux, mais en fait, ils sont assez mal compris. Et il faut en passer par là pour être un décideur éclairé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à porter plus fortement. Et nous, on essaye en tout cas de le décliner à l'échelle de notre ville, de notre métropole, en rendant des formations, alors pas forcément obligatoires, mais en tout cas, elles sont totalement accessibles. La fresque du climat, il y a d'autres types de formations qui existent, qui vont de la sensibilisation à... Et ça, je pense que ça fait partie aussi des choses qui doivent être mises en place et qui permettent de faire bouger des lignes. Merci Frédéric Perler. Oui, alors, il est essentiel que les politiques actuellement, parce qu'on parle d'adhésion de la population aux politiques qui sont menées par les décideurs, eh bien, pour rencontrer l'adhésion de la population, il s'agit, et c'est la force des villes du reste, c'est qu'elles ont une proximité qui leur permet de cela. Mais c'est un dialogue avec la population, et ça c'est assez nouveau, d'intégrer ce dialogue et cette participation de la population, cette discussion avec la population, c'est assez nouveau. Parce que auparavant, ce n'était pas une routine chez les élus politiques. Ça fait partie de ma volonté d'être très proche de la population, mais je me rends compte aussi que dans l'administration, ça implique aussi des nouveaux métiers, c'est-à-dire on n'est pas seulement architecte ou urbaniste, mais on est aussi spécialisé dans le dialogue avec la collectivité. Et puis, ça amène aussi à une certaine acceptabilité de la population à ce qui est entrepris par rapport à des réductions de gaz à effet de serre, d'être un peu plus sobre dans notre consommation. Et ce qui a été dit est très juste dans le sens où la surconsommation ne pose pas de problème de la diminuer à ceux qui surconsomment. Mais il faut être extrêmement attentif à ceux qui n'ont justement pas les moyens de consommer et qui n'ont pas pu être intégrés dans la société civile parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de consommer tout simplement. Donc, d'être très attentif aux écarts de niveau de vie permet aussi d'équilibrer un petit peu mieux cette idée de consommer moins pour plus. Parce qu'une certaine partie de la population est déjà particulièrement sobre. L'autre chose que les élus politiques doivent absolument intégrer, c'est être un peu plus à l'écoute du monde scientifique. Actuellement, et le preuve en est, si on en est là avec notre crise climatique, c'est d'écouter les scientifiques, ce qu'ils ont à nous dire, et dans les prises de décision, quel que soit le niveau. Ça peut être dans des assemblées nationales, dans des conseils municipaux, ou bien dans des exécutifs. C'est vraiment s'appuyer sur des études scientifiques qui existent depuis bien plus de 25 ans. Je veux dire, on est quand même assez largement avertis. Donc, s'il n'y a pas et s'il y a eu cette sorte d'inaction, ce n'est pas un hasard non plus, parce que c'est une course au confort, au développement et tous ces éléments-là. Et quand la personne qui a posé la question dans le public, elle parlait de fermeture de rue, par exemple, eh bien, et particulièrement à Genève, parce que c'est un peu un sport national, c'est toujours de commencer par dire non, et puis après, éventuellement, on peut réfléchir et accepter. C'est vrai que dans toutes les villes européenne, de piétoniser des rues, de rendre la ville plus vivable, a été un frein, un écueil très important, alors qu'on pouvait faire la démonstration scientifique
que ça allait plutôt apporter une plus-value sans enlever sans enlever, à part une circulation automobile dans les villes. Et on retrouve cela dans tous les domaines, que ce soit dans ce qu'on imagine être le confort. Cet hiver, la ville de Genève, elle a fait une expérience et cela m'a été reproché abondamment. On avait décidé de faire un test dans une quinzaine d'immeubles, de diminuer de 1 degré le chauffage. Et on n'avait rien dit en présupposant que si on le clamait haut et fort, eh bien on allait avoir des réticences et une levée de bouclier. Et que peut-être que si on disait rien et qu'on le faisait, peut-être que ça passait tout droit. Sauf que quelques-uns s'en sont aperçus, n'ont pas manqué de me le reprocher. Cela dit, officiellement, il y a eu très peu de plaintes, mais nous sommes en train d'évaluer l'effet de cette mesure. Donc, vous voyez, oui, on peut... Trouver le bon équilibre entre faire les choses peut-être quand même en toute transparence. Peut-être c'est mieux, mais bon, vous verrez à l'usage. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot peut-être pour conclure cette première partie ? Je pense que ce que vous venez de dire, madame, est très important. Pour que ce concept de sobriété puisse s'imposer dans la société, il faut assumer le fait que ça ne concerne pas tout le monde. De la même manière qu'entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'impératif de sobriété n'est pas le même, du tout. C'est exactement le même équilibre à l'intérieur de chaque pays entre les catégories les plus favorisées et les moins favorisées. Rappelons que 63 milliardaires français produisent autant de gaz à effet de serre que 50% de la population. Donc continue-t-on à dire à nos enfants qu'avoir réussi sa vie, c'est devenir milliardaire ? C'est pas très compatible, etc. Il y a quand même vraiment un sujet de ce côté-là. Et puis, ce que vous avez dit sur la formation, nous on le constate tous les jours. C'est indispensable. C'est le tout premier levier. C'est pas de l'investissement par ailleurs pour les collectivités, c'est du fonctionnement. On a déjà des budgets pour ça, on a déjà des crédits dans les collectivités. Enfin, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. C'est fondamental. Dès les débuts de mandat, voire en cours de route, les équipes politiques, les équipes administratives et la population. Et pour la population, il ne faut pas réinventer la roue, il faut utiliser tout ce qui existe déjà, les maisons de quartier, les centres de jeunesse, tous les dispositifs existants dans lesquels la collectivité est déjà en contact avec les habitants. On peut relancer aussi une nouvelle dynamique à l'éducation populaire, etc., pour enfin que la population puisse embrasser cette question, et pas uniquement la formation sur les conséquences de l'anthropocène, c'est souvent le cas. Qu'est-ce qui nous arrive dans la figure, grosso modo, mais ses causes, d'où ça vient, pourquoi on en est là aujourd'hui, quelles sont les trajectoires qu'on a suivies, qu'on suit toujours aujourd'hui et qui posent problème. Ça, c'est rarement abordé. Merci beaucoup, un grand bravo à tous les quatre. Merci pour la richesse de ces discussions, encore une fois. Et vos retours d'expérience. Merci à vous. Il y a un changement de plateau, puisque cette plénière, il y avait 8 personnes, donc du coup... Je suis désolée, je vous renvoie à vos places. En tout cas, merci beaucoup. Mais nous avons 2 personnes qui vont être en visio. Alors, ça équilibre. En tout cas, Sébastien Javoc nous rejoint, Jean-François Caron, et nous sommes connectés avec Gérard Blanchard et Nicolas Garnier. Alors, nous sommes connectés avec Gérard Blanchard, donc vice-président en charge du pilotage du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Sur cette scène, Sébastien Javoc, vice-président de la transition écologique et de la qualité de l'air au pôle métropolitain du Genevois français. Jean-François Caron, président de l'association, je vous dis au cas où des gens n'étaient pas là ce matin, je vous représente Jean-François, président de l'association de promotion de la fabrique des... Alors non, c'est directeur de la transition, de la fabrique des transitions. Maintenant, je sais. Et maire de Los Angeles. Merci d'être avec nous et grand témoin de ces assises. Et nous sommes également avec Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce, qui est en ligne également en visioconférence. Est-ce que Gérard Blanchard, vous êtes bien connecté
avec nous puisque vous allez nous faire un partage d'expérience. La Rochelle, la première des villes cyclables de France. Vous avez aussi boosté la rénovation des bâtiments avec un guichet unique très efficace. Et vous êtes plus globalement en route pour être territoire zéro carbone en 2040 avec un objectif de sobriété énergétique de moins 50% des consommations en 2050. Donc là, la sobriété, elle est vraiment au cœur des politiques de vos territoires. Peut-être l'originalité de ce projet qui mobilise 130 acteurs de votre territoire. Vous allez nous expliquer comment vous les avez mobilisés, ces acteurs nombreux, et vous les avez encouragés à être embarqués dans le même bateau de la sobriété avec vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, effectivement, sur notre territoire à La Rochelle, alors peut-être quelques précisions. Là, je ne parle pas au nom d'une ville, mais bien au nom d'un territoire. Il s'agit d'une communauté d'agglomération. On est situé sur le littoral atlantique, donc au bord de la mer. Hein. C'est une caractéristique importante. Notre communauté fait 28 communes, au centre de laquelle il y a La Rochelle, qui est la ville la plus importante, et puis 70 000 habitants, à peu près 350 km². Une grande caractéristique aussi de notre territoire, c'est une dichotomie très forte entre la partie occidentale, le long du littoral, qui a une densité démographique forte et une grosse activité économique, et puis la partie plus est, où là, on est essentiellement sur un territoire rural avec une grosse activité agricole. Et ça, je pense que c'est un point important quand on lance un projet de transition énergétique et écologique. Alors, notre projet, en fait, il est basé sur l'idée que pour pouvoir faire cette transition énergétique et écologique, il faut avoir une approche globale, une approche intégrée, et essayer d'actionner tous les leviers de politique publique. Et c'est dans cette logique que la communauté d'agglomération s'est engagée en 2017. En fait, on a lancé un projet, on a répondu à un appel à projet national des investissements d'avenir. Hein. C'est un appel à projet qui s'appelle Territoire d'innovation. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2040, donc un petit peu plus tôt que ce que prévoit l'accord de Paris, de manière à avoir une ambition très forte. Donc là, on travaille sur l'empreinte carbone. Et l'idée, c'était de lancer un certain nombre d'actions qui servent d'amorçage justement à l'ensemble de nos politiques publiques pour atteindre cette neutralité carbone. Donc le projet va se dérouler, en tout cas il est financé aujourd'hui sur 10 ans, donc jusqu'en 2027. Ça nous permet d'engager 70 actions extrêmement concrètes dans un calendrier bien identifié avec les fonds qui sont positionnés. Et sur les grands leviers de politique publique, on en a entendu parler tout à l'heure dans la première partie de nos échanges hein, sur la question de la mobilité. Donc on parle de mobilité douce, on parle de transport collectif, de changement de motorisation des transports collectifs. On parle du levier de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc principalement sur ce qui est déjà construit, les logements, mais également tout ce qui touche le tertiaire. On a un levier qui est aussi fortement orienté sur l'économie circulaire, en ciblant particulièrement les zones d'activité économique, comment mettre en économie circulaire l'ensemble des acteurs sur une zone de développement économique, hein, les déchets des uns devenant la ressource des autres, y compris pour les questions d'énergie. On a un quatrième levier qui consiste à produire nous-mêmes notre énergie, donc énergie renouvelable, énergie de récupération et autoconsommation, c'est-à-dire produire et consommer sur place l'énergie. Et puis enfin, un cinquième axe qui est basé sur la problématique du piégeage, séquestration carbone, donc à travers essentiellement le fonctionnement des écosystèmes. Et on a la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un territoire littoral, donc on a beaucoup de zones humides. Et on sait que ces zones humides sont des puits naturels de carbone. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de bien calculer, mesurer ces flux de carbone négatifs et d'essayer d'optimiser la gestion de ces espaces. Voilà, donc voilà un petit peu les cinq grands axes. Pour ça, vous l'avez mentionné en introduction, on le fait avec les acteurs socio-économiques du territoire. Donc, c'est environ 130 partenaires qui sont mobilisés. Alors, c'est qui ces partenaires? Ce sont les entreprises du territoire, ce sont les associations du territoire, les collectivités, des universités, pas seulement l'Université de La Rochelle, d'autres établissements, des laboratoires de recherche. Voilà, c'est tout ce monde qui se mobilise. Et puis, l'originalité, c'est qu'on est en mode projet. Ça veut dire que tout est déjà programmé sur 10 ans, c'est 70 actions. Et on a un copilotage.
le copilotage, c'est-à-dire qu'à côté de l'agglomération de La Rochelle qui porte le projet, nous avons la ville de La Rochelle, mais également l'université de La Rochelle, le grand port maritime de La Rochelle, qui fait partie des 7 grands ports maritimes français, et puis un parc bas carbone, et l'ensemble du projet est piloté, les décisions sont prises ensemble. On s'est doté également, de manière à ce qu'il y ait une vraie participation de l'ensemble du territoire, d'un comité citoyen. Je pense que c'est aussi une force de notre projet. On a voulu que les citoyens soient associés. Donc ce comité citoyen, il ressemble un petit peu à la conférence citoyenne sur le climat, sauf que ce n'est pas la même échelle. Nous, c'est 30 citoyens qui participent à nos côtés. Donc, on a voulu que ce comité citoyen soit représentatif de notre territoire. Donc, on a évidemment la parité homme-femme, mais on a également fait en sorte que les différentes classes d'âge soient bien représentées, les catégories socio-professionnelles, et puis aussi un point important sur notre territoire, qui est une bonne représentation des différentes communes, hein, puisqu'on a des communes qui sont à la fois très rurales ou des communes extrêmement urbaines. Et vous m'avez dit d'ailleurs, j'étais assez étonnée que dans ce comité citoyen, vous aviez plus de volontaires que de places. C'est-à-dire que vous avez dû gérer des frustrations de gens qui voulaient en faire partie. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, comment on a voulu le constituer? Alors, on n'a pas fait un tirage au sort en prenant des citoyens comme ça, totalement par hasard. On a lancé un appel à candidature. Voilà, on a eu à peu près 200, de l'ordre de un peu plus de 250, 260 candidatures donc pour 30 places. On avait suffisamment de citoyens pour correspondre aux différentes catégories qu'on voulait de manière à avoir cette représentation. Et on a fait un tirage au sort dans chaque catégorie sur les citoyens volontaires. Et vous avez raison, il y en a 230 qui n'ont pas été pris, et donc ça a généré beaucoup de frustration. Donc il a fallu qu'on fasse preuve d'imagination pour trouver le moyen aussi d'embarquer et de faire participer tous ces citoyens qui voulaient. Le point aussi que je voulais souligner, c'est que ce comité citoyen n'est pas là juste pour faire une liste de courses. Il peut faire de l'autosaisie sur les actions et les axes qu'on a mis en place. Nous-mêmes, on peut le solliciter pour avoir un retour citoyen. Mais surtout, on leur a proposé de désigner l'une ou l'un d'entre eux pour participer à notre comité de pilotage. Donc l'idée aussi, et je crois la force, c'est de faire participer les citoyens à travers leurs représentants dans la prise de décision. Et ça, je pense que c'est un point important. Voilà. Que vous dire de plus? Dans les facteurs clés de succès, vous m'avez parlé quand même de l'organisation. Il y a une personne qui est dédiée, qui fait de la gestion de projet. C'est ça, à plein temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, évidemment, je porte politiquement le projet. Je vais chercher aussi les financements. Je le défends. Mais j'ai une équipe derrière moi, alors une petite équipe de 3 personnes. Il y a une personne à plein temps qui suit le déroulé de chacune des actions, donc les 70 actions, voilà, qui est en lien avec tous les acteurs du territoire, nos partenaires. Alors c'est quand même assez lourd parce que en plus on a un reporting à faire auprès de nos financeurs qui est quand même assez dense et assez régulier. Voilà, donc il y a une personne à temps plein dessus et j'ai une autre personne à temps plein sur tout ce qui est la partie développement, parce que comme je le disais, l'originalité c'est de fonctionner en mode projet. Et donc, ce projet a vocation à s'élargir à d'autres axes, à d'autres actions, mais pour l'instant, évidemment, on n'a pas initialement les financements, donc il faut aller les chercher. Donc, à travers des appels à projets, à travers des fonds climat ou à travers, évidemment, des moyens qu'on engage, nous, au niveau de l'agglomération. Après, effectivement, bon, je ne vais pas vous lister mes 70 actions, mais il y a quelques actions qui fonctionnent bien et qui font écho à ce qui a pu être dit tout à l'heure. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. On a mis en place une plateforme de la rénovation énergétique. Ça a été mentionné tout à l'heure, notamment par la collègue de Bordeaux. Ça fait 1 an qu'elle est en place et donc l'idée, c'est d'avoir un guichet unique qui permet d'accompagner un propriétaire de logement dans le parcours du combattant. Pour faire une rénovation, c'est quand même à la fois techniquement compliqué pour avoir les bonnes options techniques. La recherche des financements aussi est important. Et donc là, cette plateforme accompagne chaque propriétaire dans son parcours, depuis le tout début, le premier conseil audit énergétique, jusqu'à la recherche des financements. Et on arrive à couvrir jusqu'à 30% en diverses aides publiques du coût des rénovations. Et on a vu le nombre de rénovation, vous voyez, la plateforme est en place depuis 1 an, augmenter de manière extrêmement forte, puisqu'on s'est donné comme objectif de faire d'ici 2027-2028 2000 rénovations par an. On est parti de quelques dizaines. Cette année, après 1 an, on est déjà à 250 rénovations par an. On a des perspectives sur l'année qui vient à monter à 500, 600, et donc on devrait atteindre assez rapidement, en tout cas dans le calendrier prévu, le nombre de rénovations. Voilà. On a aussi beaucoup travaillé par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la question d'énergie renouvelable et autoconsommation.
on a fait des expérimentations à partir de centrales photovoltaïques sur des parkings avec des ombrières, où on a créé donc des boucles qui associent à partir du réseau public des producteurs et des consommateurs avec des compteurs communicants, ce qui permet de produire l'énergie, de la consommer sur place à un coût beaucoup plus bas et évidemment de diminuer également les consommations. Ça, on c'est complètement opérationnel et ça fonctionne. Et donc, la logique de notre projet La Rochelle Zéro Carbone, c'est qu'une fois qu'une action, on a fait la démonstration que ça fonctionnait techniquement, réglementairement et qu'il y a une bonne acceptation de la population, mais on fait de la réplication. Et donc, ce type de boucle d'autoconsommation à partir de centrales photovoltaïques, on est en train de les multiplier sur le territoire de l'agglomération par où on a, comme disait ma collègue de Bordeaux, la main sur le foncier, c'est-à-dire en gros sur des zones industrielles désaffectées, des friches industrielles ou sur des parkings. Voilà. Et puis, alors, juste un dernier petit point pour conclure. Et dernier point pour conclure, on a aussi fait au cours des 2 ou 3 dernières années de la restauration d'écosystèmes, et je pense en particulier des marais maritimes qui sont quasiment à proximité du centre-ville de La Rochelle, des systèmes qui étaient en train de sédimenter, de se fermer, de s'assécher. On les a remis en contact avec la mer. On a reconstitué complètement une zone humide avec l'aide de l'Université de La Rochelle, qui fait des mesures et qui montre qu'un système qui était plutôt émetteur de carbone, en restaurant les fonctionnalités écologiques des zones humides, devient à nouveau un piège à carbone et en plus une zone de fort développement de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci pour votre retour d'expérience. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir quand même aussi. On reste sur cette dynamique d'applaudissements. Après tout. Sébastien Javoc, vous avez mis en place sur le pôle métropolitain du Genevois français la démarche TEPOS. Quelles sont les conditions alors vraiment pour y parvenir à cette trajectoire bas carbone en 2050, enfin zéro carbone d'ailleurs? Alors, TEPOS, territoire à énergie positive, hein. Pour préciser un petit peu, je vais d'abord plutôt commencer mes propos par remercier les organisateurs. Alors, on en fait partie. C'est pas d'autocongratulation, mais enfin, on commence à parler de sobriété sans que ce soit un mot tabou. Voilà, ça, je pense que c'est un point important parce que quand on parlait de sobriété jusque-là, c'était souvent quelque chose de très réducteur, difficile à faire passer dans le message, mais enfin on parle de sobriété et le moins pour plus qu'on a voulu poser comme ligne rouge est important. Donc je remercie les techniciens parce qu'à un moment donné, quand on était dans les comités techniques et qu'on a sorti ce concept du moins pour plus, je peux vous dire qu'on s'est tous regardés les uns les autres, on s'est dit mais des assises avec plusieurs milliers de personnes, est-ce que ça va bien être sexy de parler de sobriété? Alors oui, ça l'est. Oui, c'est important. J'ai noté aussi ce matin qu'il y a des concepts forts qui commencent à arriver. Ça y est, enfin, le concept de territoire, pas nouveau, mais la sobriété passera par les territoires. Ça, c'est un point important. J'ai aussi bien entendu qu'on parlait aussi beaucoup de démocratie. Voilà, il faut qu'il y ait de l'appropriation, c'est clair. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en tant qu'élu, on a été élu pour porter de l'intérêt général. Donc il y a un trait subtil entre démocratie et intérêt général. Il faut qu'on aille aussi assumer notre rôle. Il y a courage politique et faire adhérer les citoyens. Voilà, c'est ça, la ligne subtile entre tout ça est importante, mais n'empêche qu'il faut se le dire. Et j'ai bien entendu ça dans les mots. Enfin, on ose aussi en parler. Je pense que le concept de transversalité aussi est important. On a beaucoup parlé d'efficience, d'efficacité énergétique. Je vais dans mes propos, notamment sur le Grand Genève, plus que notre pôle métropolitain. L'ornière facile est de tomber que sur de l'efficacité énergétique. La sobriété n'est pas ça. Voilà, et j'entends encore beaucoup de nos propos. On est encore que trop timide là-dessus, sur ce point, je trouve. Et donc, au regard de tout ça, les le deux Grand Genève... ne s'opposent pas d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas opposer les deux, mais il ne faut pas opposer, mais il ne faut pas les confondre. Ne pas les confondre et surtout les mettre en complémentarité. Alors, très rapidement, le Grand Genève, ce territoire sur lequel vous êtes, un bassin de vie d'1 million de personnes, transfrontalier, 2 pays, c'est important de leur dire aussi, un pays hors Union européenne, 1 million de personnes qui vivent ici dans un contexte de richesse économique aussi. On a une machine économique autour de nous qui est très importante.
où les questions de sobriété sont tout aussi difficiles. On y viendra un petit peu plus tard. Dans notre organisation territoriale, 8 partenaires, je passe un peu les détails, part et d'autre, des départements, des régions, des cantons, notre pôle métropolitain qui regroupe des EPCI françaises. On a une ligne rouge de conduite qui est la transition écologique. Dans cette transition écologique, ligne rouge, on a décidé d'attaquer sur 2 fronts, notamment le fond de cette sobriété aussi, et d'abord avec quelques constats. Un premier constat qu'on a déjà beaucoup entendu ce matin, un habitant du Grand Genève, 12 tonnes carbone. Voilà, par année. Bon, ça, ce concept, je pense qu'il commence à être bien connu, bien entendu. Et ça, c'est en prenant aussi les externalités. On essaie aussi de chercher, et j'ai entendu les propos de Claudine tout à l'heure, on cherche aussi à les comprendre, l'impact qu'on a sur notre consommation, l'impact qu'on a en dehors de notre territoire. Ces 12 tonnes le prennent en compte. Bien sûr, vous avez tous compris qu'il faut redescendre à 1 ou 2 tonnes. Le saut est très grand, la sobriété là-dedans est importante, elle peut faire peur. On a décidé aussi d'introduire 2 autres concepts. Un concept de tonnes matière aussi. Un habitant du Grand Genève consomme entre 20 et 24 tonnes matière sur l'année pour pouvoir vivre dans le territoire du Grand Genève. Pour redescendre dans quelque chose de soutenable, et ce soutenable, au niveau du Grand Genève, on s'appuie sur le concept du donut. Vous savez qu'on a un plafond de ressources, hein. Notre terre n'est pas plate et infinie, elle a un plafond de ressources, et on ne veut pas descendre non plus sous un plancher social. Donc cette concept du donut, hein, on apprécie tous de manger le donut et pas l'air, il faut absolument qu'on reste dans cette épure-là. Nos 24 tonnes matière, pour revenir dans cette zone soutenable, on doit redescendre entre 3 et 6 tonnes. Voilà, donc c'est ce concept de sortir du concept énergétique au carbone, il est aussi valable sur la partie matière, ce qui est très important. Et puis, je trouve qu'un troisième indicateur qui est un peu le parent pauvre sur lequel j'entends aussi peu parler, c'est le sol. Le sol est important parce qu'il a beaucoup d'aménités qu'il doit porter. Dans notre région où on a une arrivée de population extrêmement importante, un habitant qui arrive, un nouvel habitant du Grand Genève, consomme à peu près 200 mètres carrés de sol. Voilà. Alors, on a une table ronde dédiée à la zéro artificialisation des sols. Alors, je ne vais pas tout déflorer, mais voilà, c'était un point en tout cas important dans la compréhension des enjeux et sur les propositions, parce qu'on est aussi là pour parler de tout ça. L'économie circulaire a été un point important. Je ne vais pas revenir sur toute la partie énergétique, elle est aussi bien développée dans d'autres enjeux. Non, peut-être des actions concrètes, voilà, juste des partages. Voilà, alors, une action concrète. Étude sur le bilan matière a été très important. Ça nous a fait comprendre des circularités qu'on pouvait regagner, des enjeux financiers aussi. Un exemple, on exporte chaque jour près de 140 000 francs suisses de croissanterie, alors qu'on en consomme à peu près pour la même somme. Voilà, quelque chose qui nous a un peu tous surpris, mais pour nous faire comprendre l'importance de l'économie circulaire. Ils sont aussi bons, quoi. Enfin, ils sont aussi bons. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, on a plusieurs lignes sur l'économie circulaire pour relocaliser toute notre production. Et puis, je vais revenir quand même sur le point foncier. Au niveau du pôle métropolitain, mais on a le penchant aussi côté du territoire suisse. On cherche aussi beaucoup à comprendre comment on fait un choix pour affecter tel ou tel mètre carré dans tout ça. Un mètre carré pour la biodiversité, pour de l'économie, pour des espaces récréatifs aussi, pour de la construction. Franchement, en tant qu'élu, il faut qu'on parle aussi de nos difficultés. On peut avoir un cerveau un peu schizophrénique d'un seul coup qui se met en route, et le choix est très difficile. Le choix est important et très difficile, surtout dans une zone où les mètres carrés sont comptés, où le prix du foncier s'envole chaque jour. Voilà, donc dans une action concrète, et je ne sais pas si les collègues de l'ADEME sont là, en tout cas le pôle métropolitain a été lauréat pour un accompagnement notamment sur l'appréciation du ZAN, ce zéro artificialisation nette, arrivé par les biais de l'État, mais qu'on reconnaît d'importance en tout cas, pour nous aider à essayer de faire la part des choses et de comprendre l'affectation sol qu'on fait. Alors pour l'instant, c'est Taïmi dans lequel on est une entrée très environnementale, donc très biodiversité. Je pense qu'il serait assez intéressant de rajouter cette dimension aussi économique, parce qu'on a des vrais choix à faire, et j'ai entendu aussi les propos que l'économie pouvait
être vu ou apprécié sous une autre entrée que seulement création d'emplois versus des mètres carrés. Mais en tout cas, il faut aussi nous aider sur ce choix. Et voilà, le foncier dans notre région est un point important, une entrée importante sur lequel on travaille beaucoup, sur une bonne affectation, sur de la densité acceptable. Voilà, ça c'est des outils sur lesquels notre AMI est important. Et puis, je peux revenir un petit peu après sur d'autres sujets très pratico-pratiques. Je propos qu'on ait énormément de temps, mais il y a la partie mobilité aussi et l'impact du télétravail qui, vous m'aviez dit que c'était impressionnant. Alors, voilà, dernier point. Un dernier point, télétravail. Voilà, on a des mouvements pendulaires extrêmement importants. Chaque jour, chaque déplacement qui ne se fait pas est un gain, forcément. Donc on a beaucoup œuvré pour ce télétravail et améliorer nos mobilités. Alors lié à la mobilité, je ne vais pas revenir sur ce grand Léman Express qu'on a mis en place sur le territoire. On a plusieurs autres points, télétravail, le covoiturage, pareil aussi. Hein. Quand on parle de sobriété, et de rapport investissement-sobriété aussi, 4 personnes qui montent dans une voiture, ça coûte pas cher la collectivité pour mettre en place, et c'est autant d'économies qu'on fait, et c'est autant de sobriété aussi qu'on gagne dans nos déplacements. Voilà quelques points aussi importants sur lesquels notre Grand Genève, nos différentes collectivités ont œuvré. Alors, c'est vrai qu'on bute aussi des fois le télétravail. Vous avez dû entendre qu'il est beaucoup remis en question, parce qu'il y a des accords internationaux importants là-dessus. Donc je sais que nos parlementaires respectifs travaillent beaucoup sur l'atterrissage de ce télétravail pour quelque chose de plus profond dans notre gestion aussi. Mais c'est un des leviers très importants de gains qualitatifs d'abord, et puis de gains de sobriété. Merci beaucoup également pour ces éléments, et peut-être qu'on aura le temps pour une ou deux questions après. C'est le moment où vous applaudissez normalement. Jean-François Caron. Alors, je rappelle que vous avez animé dans les Hauts-de-France la démarche de 3e révolution industrielle avec Jérémy Rifkin, que vous êtes à l'origine d'un exercice participatif qui était très mobilisateur sur l'après-charbon, et que donc l'ADEME a labellisé Los Angoel comme son premier démonstrateur national de conduite du changement. Et vous allez nous expliquer alors les actions que vous avez menées sur Los Angoel et surtout comment vous avez embarqué les habitants dans ces différentes démarches. Vous nous l'avez déjà un tout petit peu dit, mais là, vous avez le temps de développer. Oui, alors il ne faut pas parler que de Los Angoel quand même, surtout qu'on est une petite commune à côté des grands mastodontes là, qui sont autour de nous, mais en même temps, small is beautiful, et quelquefois on arrive à enclencher un certain nombre de processus parce qu'on est dans la proximité. Alors, je ne vais pas faire un inventaire de... Bon, je pense que l'une des caractéristiques par rapport à d'autres intervenants, c'est que ça fait longtemps que je suis dans le paysage à Los Angoel, qu'on a à peu près 30 ans d'action, et que donc, du coup, forcément, on est allé un petit peu sur tous les registres. Et je ne vais pas faire l'inventaire de ça, je pense que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Disons globalement qu'on a regroupé dès le début la question énergétique autour de 2 grands axes. C'est d'abord comment diminuer les consommations, et d'autre part comment monter les énergies renouvelables. Je rappelle qu'on est une terre de charbon, que les terris incarnent la dette en carbone à laquelle nous avons participé au niveau mondial. Et que pour nous, passer aux renouvelables, c'est quand même pour le coup une catharsis particulière. Bon, donc encore une fois, je ne fais pas le détail, mais dans la baisse des consommations, évidemment, il y a tout ce qui va toucher au changement des infrastructures. Alors, ça a été cité, l'éclairage public, voilà, c'est un très bon exemple. Mais ce qui est intéressant dans l'éclairage public, c'est qu'il touche aussi au changement des comportements et à l'acceptation de nouveaux types d'usages, que la ville soit noire par endroits, ou en tout cas que grâce au système intelligent, on fasse baisser les intensités lumineuses. Donc, il y a des questions d'implication habitante. Il y a un autre aspect, je fais des choix, je zoome, mais il y a un autre aspect auquel nous tenons beaucoup, c'est l'éco-construction. Depuis 1997,
Tous les cahiers des charges sur lesquels la ville a la main sont en éco-construction, au point que nos 2 premières opérations, nos appels d'offres ont été infructueux. La filière du bâtiment n'était pas encore, à l'époque, certains s'en rappellent, on appelait ça HQE, les 14 cibles dites de haute qualité environnementale. Ça fait antédiluvien quand on le dit aujourd'hui. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant l'éco-construction en mobilisation de la population, c'est qu'on a à peu près aujourd'hui 10% de la population qui ne paye presque plus de chauffage. Ils payent les abonnements quand même, l'abonnement au gaz, à l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la première résidence de logement social de France en 2001. La ministre était venue, on peut faire du HQE dans le social. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, on disait tout ça c'est réservé aux riches. Pour les pauvres, ce n'est pas possible, vous comprenez, on n'a pas les moyens. Bon, alors que c'est les pauvres qui sont les plus en difficulté pour payer leurs factures et avoir de la qualité de vie. Donc, ce qui est intéressant dans l'éco-construction, c'est que vous avez des impacts de pouvoir d'achat, et des impacts sur le modèle économique, les nouveaux emplois, et des impacts évidemment sur l'environnement. Alors, le troisième exemple que je prends, et après j'en tirerai 2-3 leçons générales, c'est le plan solaire. Le plan solaire, pour moi, c'était absolument fondamental de mettre du solaire au pied du terri. Alors souvent, quand on utilise des images de la commune, les journalistes, ils aiment bien ça. Rifkin, il adorait être au pied des capteurs solaires, les terris derrière lui, et il disait, voilà, on passe du 19e au 21e siècle. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et notamment le fait que les énergies renouvelables seront accessibles en grand nombre à l'infini. Je pense que ce n'est pas juste, notamment à cause des problèmes de terres rares et de bugs de difficultés technologiques. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire du solaire, c'est que d'un volontarisme de la ville de faire une centrale solaire symboliquement, ensuite de faire les services techniques, la résidence personnes âgées et un certain nombre d'opérations, nous en sommes arrivés à l'église. Et à l'église, là, le problème de l'église, c'est qu'il y a un curé et qu'il y a des gens qui vont à la messe, quoi. Et alors là, je le dis parce que je vous raconte une petite anecdote, aujourd'hui que l'église tourne et tous les ans elle ramène 5 000 € dans le budget, c'est peanuts hein, dans notre budget. Mais si vous saviez comme les habitants de la ville sont fiers, alors nous on le met en scène hein, évidemment, hein, on dit 5 000 € de plus dans le budget, c'est toujours ça de prix. Les gens disent c'est grâce à notre église, nous on prend notre part. Mais du coup, ce sur quoi je veux insister sur le travail avec l'église, c'est que beaucoup de communes du Nord-Pas-de-Calais sont venues voir comment on avait fait. Pendant 2 heures, on discute, est-ce que tu as mis du silicium polycristallin, tout, enfin voilà, combien ça t'a coûté. Puis avant de partir, je me rappelle une fois, le maire, Noran Font, il vient me voir, puis il dit, mais Jean-François, comment ça s'est passé avec le curé ? Et je lui raconte que, en gros, quand on a inauguré, on a invité l'évêque qui nous a fait une magnifique lettre. L'Église prend sa part de la transformation du monde. On a invité le pape. Bon, le pape n'est pas venu, mais les cathos de la commune me disaient, mais vous savez, monsieur le maire, il a du boulot, le pape, hein, faut le comprendre, hein, il n'a pas pu venir. Mais quand l'évêque a lu son propos et que la communauté catholique s'est sentie comme une base avancée d'une transformation du monde dans l'univers ordinaire. Enfin, l'Église en France, c'est quand même, c'est une réalité. Ça a commencé à changer la donne. D'ailleurs, dans la revue Regard, je ne sais pas si ça existe dans le Genevois, Regard, c'est la revue catholique. Hein, voilà, ça fait au moins 3 fois que l'Église passe. Et tous les catholiques du Nord-Pas-de-Calais sont super fiers de ça. Pourquoi je raconte cette histoire-là ? Parce que pour le coup, on est dans des processus de co-construction. Et par rapport à la problématique courage politique qu'il nous faut tenir quand on est élu, sinon on n'anticipe pas, on ne prend pas nos responsabilités, et implication habitante, une partie de la réponse, c'est dans les processus de co-construction. C'est-à-dire que quand les gens sont amenés à eux-mêmes commencer à regarder comment on pourrait faire, ils intègrent les contraintes techniques, ils intègrent les contraintes réglementaires, et à la fin, ils portent le projet. Et donc, ce qui est intéressant dans l'histoire du plan solaire, c'est que sur le succès de l'Église, qui a mobilisé, jusque-là, c'était peu construit, c'était technique. Sur ce succès-là, c'est déclenché dans la population et avec nous élus cette idée d'un plan solaire citoyen. Donc énergie partagée dans la salle, ceux qui travaillent là-dessus savent ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur une commune de 7000 habitants, nous avons 120 familles qui ont mis des économies. Nous avons trop d'argent.
Donc nous avons fait les salles de sport, les salles culturelles. On a même inventé un modèle de mise en, comment on appelle ça, en concession. C'est comme les aéroports, oui. On met en concession nos toitures pour que la SAS solaire citoyenne, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, mine de soleil, puisqu'on est dans un pays minier, eh bien pour que nous puissions aller monter des capteurs. Alors à l'arrivée, ça veut dire quoi ? Alors en plus, on offre à chaque enfant qui naît un capteur solaire, l'équivalent d'à peu près 50 €, donc on a plein de petits actionnaires. Si j'insiste sur ce projet, c'est parce que technologiquement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui, enfin technologiquement, en termes d'impact, qui sont bien plus importantes que ce que je vous raconte là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment les gens adhèrent, c'est pas comment on les fait venir, c'est comment, à un moment donné, il y a du désir de ça. Et donc... j'ai souvent l'image de l'étoile et des cailloux blancs. On a besoin, si on veut faire de la transition, d'avoir des étoiles qui brillent dans le ciel et qui nous font envie. En gros, de mettre en mode désir. Depuis ce matin, on parle de la morale, la contrainte, la difficulté, la technique. Tout ça, ça compte. Comment on met en mode désir ? Eh bien, nous avons une étoile à Los Angeles. C'est un challenge que je lance aux Genevois, être la première commune intégralement solaire. Puisque nous cherchons des toitures, on demande aux habitants s'ils acceptent de nous prêter leur toiture, vu qu'on a trop de sous. Alors, c'était avant la guerre en Ukraine. Hein. Donc, alors là, je ne vous dis pas comment on va être archi-rentable par rapport à d'autres modèles. Et ça, les habitants de Los, vous voyez, on est les derniers de la classe. Quoi. Normalement, on est tout au nord. Quoi. On est collé à la Belgique. Ce n'est pas Perpignan du point de vue du soleil. Bon, eh bien, peut-être nous pourrions être la première commune. Donc ça, c'est un élément de réponse, je trouve intéressant, parce que dans la mise en mouvement des acteurs, il y a besoin d'un rêve, il y a besoin de le mettre en mode positif. Mais par contre, si l'étoile est dans le ciel et qu'on ne peut pas y accéder, ça crée de la frustration. Donc on a besoin de cailloux blancs qui balisent le chemin qui va vers l'étoile. Et l'église est un caillou blanc. Alors voilà, Sébastien, oui. Il faut allumer le micro de Sébastien Javoc, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais rebondir. Il me faut absolument le 06 du curé. Pourquoi ? Parce Vous avez aussi un problème de curé. Dans le Grand Genève, on a sorti un cadastre solaire, pareil, où on voit toutes les orientations de nos toitures, tout le potentiel, non seulement de création, mais aussi financier qu'on peut avoir derrière. Un super outil, je vous invite tous à aller le voir. Et on a aussi motivé nos citoyens. Et le curé de l'église de chez moi, de Régnier, a vu que la toiture de l'église était parfaite et qu'elle pouvait générer beaucoup et générer aussi beaucoup d'euros. Par contre, il y a encore une petite réticence, donc je veux bien le 06 du curé pour essayer de venir se motiver. Jean-François, un dernier mot et après Nicolas Garnier. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. On a fait photocopier la lettre de l'évêque et on la donne aux gens qui viennent nous voir. Donc, je te l'enverrai. Non, le dernier mot que je voulais dire, c'est que cette année, alors, on prône la question de l'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, comme étant un mantra depuis une vingtaine d'années, pas pour dire on vit entre nous, mais bon, jusque-là, l'accroche était intéressante mais modérée. Depuis la Covid, depuis l'Ukraine, les gens m'arrêtent dans la rue en disant, vous avez vu, monsieur le maire, nous, puisque tout est en co-construction, nous, on a pris en gros notre destin en main. Et il y a un côté extrêmement fier aussi de ça. Nous sommes moins dépendants, même s'ils ne se rendent pas bien compte, ce n'est pas la production solaire qui nous rend réellement indépendants, mais néanmoins, c'est un caillou blanc. Et ce qui est intéressant cette année, je termine là-dessus, c'est que dans le budget de la ville, nous avons moins 70 000 sur notre budget énergie. J'étais dans une conférence avec le maire d'une ville qui fait la même taille que Los Angeles, en Drôme, je ne donnerai pas son nom, qui explique qu'il paye plus 150 000 euros d'énergie cette année. Ça veut dire que ça aussi, c'est un facteur qui fait bouger les gens. Vous me direz, on ne paye plus d'impôts locaux. Bon, donc, mais quand même, dans l'esprit des gens, que nous diminuions les charges de manière aussi significative, alors que dans d'autres communes, ils sont quasiment en cessation de paiement à cause des factures énergétiques, ça recrée des sentiments de fierté et d'appartenance. Et ça participe de ce que j'avais choisi de vous dire aujourd'hui, c'est comment tout ça peut générer un mouvement collectif. Et à partir de là, c'est une baguette magique, parce qu'on peut entreprendre quasiment dans tous les registres à partir de la question énergétique. Voilà, avec les étoiles et les cailloux blancs. Merci beaucoup. Jean-François Caron. Alors,
Je voudrais passer la parole à Nicolas Garnier qui est connecté avec nous. Nicolas Garnier, est-ce que vous êtes bien là déjà ? Oui, Voilà, bonjour. c'est parfait. Merci, merci d'avoir pu vous connecter en visioconférence pour participer à cet échange. Vous avez entendu beaucoup de témoignages sur la sobriété, de démarches. Qu'est-ce que vous avez envie de partager pour compléter peut-être avec d'autres exemples emblématiques ? Écoutez, d'abord, je voudrais partager ma peine de ne pas être avec vous. Je crois que je suis C'est la première fois que vous avez participé aux assises. Depuis 1999. Malheureusement, le verdict vient de tomber et mon petit garçon m'a donné le Covid. Donc voilà, j'y suis. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous et en même temps très content de ne pas être avec vous pour pas participer à la chaîne. Plus sérieusement, ce que je trouve très intéressant dans les témoignages, je viens de passer 1 heure à barrer tout ce que je voulais dire, donc ça va peut-être aller un peu plus vite, mais c'est d'abord que je trouve que ça illustre un changement de dimension, un changement d'échelle dans les politiques territoriales de transition énergétique, par la quantité. Vous avez vu le nombre de témoignages, et je pense qu'on aurait pu doubler, tripler les tables rondes, on aura encore d'autres témoignages à apporter, par l'efficacité également. Il n'y avait pas, il y a 5 ou 10 ans, ces chiffres qui arrivent, et j'aurais pu compléter la liste avec des grandes agglomérations, avec des collectivités plus petites, voire des territoires très ruraux, des collectivités qui font moins 20, moins 25, moins 30, moins 70 sur certains postes. Donc, on a à la fois cette changement de dimension quantitatif et qualitatif qui est pour moi vraiment un motif d'espoir. On est peut-être en train de remporter la bataille territoriale, c'est-à-dire que la plupart des territoires sont en train de déclencher ce changement énergétique majeur. Je voulais partager cette note d'optimisme. Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'approche qu'ils nous ont témoigné, c'est qu'ils sont de plus en plus dans des approches systémiques. Bien sûr, ils commencent par le patrimoine, 5% de la consommation, mais ils font beaucoup. Puis ensuite, ils débordent sur le logement, puis ils arrivent sur le tertiaire, et puis certains ont abordé les activités économiques. Et ça aussi, ça devient de plus en plus la règle, c'est-à-dire pas se focaliser sur un pan, j'allais dire, de cette sobriété, mais de l'attaquer par tous les fronts. Et cette approche très systémique, elle est vraiment très intéressante. Troisième élément, je trouve, c'est qu'il y a des approches par acteur et en même temps des formes de décloisonnement. Ça a d'ailleurs bien expliqué par Gérard Blanchard, qui est aussi en visio. J'espère qu'il n'a pas le Covid, lui. Mais il y a un décloisonnement des métiers qui est très, très intéressant. D'ailleurs, on n'en parle pas suffisamment, mais quand on pense patrimoine des collectivités locales, on a tendance à oublier les SPIC. Vous savez qu'à Morse, on s'occupe de déchets d'énergie d'eau. Donc, effectivement, par exemple, on est en train de faire des économies d'énergie dans les services d'eau. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de développer sur les stations d'épuration, sur les stations d'eau potable. On est en train de développer les activités d'économie d'énergie sur les centres de tri, sur les usines de valorisation énergétique. Donc, il y a d'autres diront sur les marchés, sur les halles. On m'a donné d'autres exemples que je ne donnerai pas ici, mais il y a vraiment une foultitude d'angles d'approche de ces sujets de la sobriété. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais je vais essayer de m'empêcher de parler d'énergie renouvelable parce que pour moi, la table ronde est focalisée sur les questions d'économie. Et donc, si vous me poussez, je vous parlerai de tout ce qu'on fait dans le domaine des énergies renouvelables. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est ça. C'est cette approche de massification et cette approche d'efficacité qui émerge des collectivités locales et qui mérite d'être soulignée. Est-ce qu'il y a des outils particuliers à disposition des collectivités pour passer à l'échelle, justement, pour booster ces actions ? Alors là, je vais essayer d'éviter les portes ouvertes. Bien sûr, il faut finir ces PCAET, c'est un cri du cœur, mais on s'est arrêté en cours de route. On s'est arrêté pour des raisons qu'on connaît bien. On n'a pas obtenu le financement de la mise en œuvre des PCAET. Pour moi, ça a été le point de blocage principal et ça s'est joué à train à voie pour ceux qui ont suivi cette affaire. Mais il nous semblait évident qu'on ne peut pas demander à des collectivités de faire des PCAET en même temps de ne pas leur donner les moyens financiers, voire même après de leur sortir le pacte de Cahors pour ne rien faire, ou en tout cas les empêcher de faire. Mais donc aujourd'hui, il faut faire ces PCAET. Même si on n'a pas encore les moyens financiers, je pense qu'il faut aller au bout du raisonnement, il faut pousser la charrue et finir ces PCAET et les adopter. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a moins de la moitié qui sont mis en place et c'est quand même des outils méthodologiques intéressants. Puis on voit aussi, bien sûr, des collectivités développer des schémas directeurs de l'énergie. Ce que je perçois, moi, derrière, c'est tout d'un coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est
la culture de la donnée. On est vraiment dans une phase où on commence, vous savez, on peut pas progresser si on ne connaît pas. Et effectivement, les collectivités locales sont dans une phase où elles s'approprient les données énergétiques de leur territoire, pas à la maillerie ou à l'échelle des communes, à l'échelle de chaque point de livraison, comme diraient nos chers énergéticiens. Et c'est avec ces approches-là qu'on a quelque chose de beaucoup plus systémique, de beaucoup plus cartésien et donc de beaucoup plus efficace. Et donc, on a ces deux outils-là, mais j'ai envie de vous parler, moi, de 3 outils. Vraiment, vous savez, on aime bien les défis. Donc, on s'est donné 3 triangles des Bermudes. Le premier, c'est, vous savez, je vais en dire d'ailleurs du bien, mais il y a un programme extraordinaire qui s'appelle ACTE qui permet déjà à de nombreuses collectivités locales d'avancer sur les questions d'économie patrimoniale, mais il semble qu'environ un tiers à peu près des communes françaises n'ont pas déployé de véritables stratégies de baisse des consommations sur leur territoire et sur leur patrimoine. Donc, on a créé un logiciel gratuit, indépendant, j'insiste sur indépendant, il n'y en a pas tant que ça, des logiciels qui va aider des communes qui n'ont pas démarrer véritablement de réflexion, en 1 heure, 1 heure et demie, à avoir une photographie de leur parc patrimonial, donc de leur parc de consommation énergétique à l'échelle de leur patrimoine, qui va leur donner des idées de bouquets ou d'actions de travaux, qui va leur donner les principaux modes de financement et les temps de retour, et tout ça pour voir si elles accrochent les contraintes du décret tertiaire. C'est quelle énergie pour ceux qui n'ont pas démarré. Donc on s'est dit, nous, voilà, le challenge maintenant, c'est que tout le monde y aille, il faut que les 36 000 y aillent, et c'est un outil qui peut être utilisé commune par commune, mais qui peut être aussi utilisé par une intercommunalité, un syndicat, une agglo, de manière à aller chercher le tiers des communes qui n'ont pas vraiment démarré, il faut se dire les choses clairement. Donc ça, c'est notre premier triangle des Bermudes, et donc allez voir eSherpa, il est sur plusieurs sites aujourd'hui, et c'est un travail qu'on fait avec la Banque des Territoires. Le deuxième triangle des Bermudes, c'est les précaires. Alors, ce n'est pas un triangle des Bermudes où on est tout seul, hein. Il y a plein de dispositifs qui existent. C'est l'occasion de saluer les collègues du SLIM, mais on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout à la maille. Et puis, ce qui est en train d'arriver à l'échelle sur les prix de l'énergie va provoquer probablement une précarité énergétique supplémentaire. Donc, on a essayé, avec une dizaine de collectivités locales de manière expérimentale, de massifier la rénovation efficace dans les collectivités, dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains, avec des méthodes un peu nouvelles d'identification et de big data, pour parler de gros mots, en essayant de faire un accompagnement spécifique selon des profils de consommateurs. Vous imaginez bien le locataire dans une copro, etc. etc. Et puis ensuite, de développer ce qu'on appelle les commandes groupées, donc la capacité à faire baisser le reste à charge par des portefeuilles de rénovation. Donc ça, c'est un travail assez intéressant pour ceux qui veulent attaquer ce deuxième triangle des Bermudes, dont on a déjà évoqué l'importance il n'y a pas longtemps. Puis le troisième triangle des Bermudes, c'est les copros. Avec un programme qui s'appelle Récif, qui est probablement aussi l'une des ascensions les plus difficiles, si on parlait de montagne, puisqu'il y en a tout autour de Genève. Et donc, là aussi, savoir, à partir de stratégies, de sensibilisation, d'identification, là aussi, utilisant les nouvelles technologies et nouvelles méthodes, nouvelles formes de financement, essayer d'attaquer cette question des copros. Donc, vous voyez, on en a pris 3 vraiment, vraiment sérieux, et donc on est à la disposition des collectivités locales pour les aider sur ces 3 grands défis, mais j'aurais pu parler de plein d'autres choses. En particulier, il y a quand même évoqué le fait qu'il y a de nombreux outils de monitoring de la consommation d'énergie des territoires, mais il y a aussi de nombreux outils de suivi et de management de l'énergie. Voilà, il y a des benchmarks qui existent, j'en parlerai pas plus, mais on peut parangonnage, pardon. Je m'étais promis de ne pas utiliser le terme benchmark, donc parangonnage, et donc là aussi beaucoup de choses possibles, mais j'essaie de ne pas prendre trop de temps parce qu'en visio, c'est pas très rigolo. Mais on vous a parfaitement entendu, c'était très agréable. Merci beaucoup à vous, Nicolas Garnier. Vous me permettez une dernière phrase, je crois que j'avais le droit à une dernière phrase, c'est ça? Bon. Allez. Alors, je voulais juste insister sur une chose, c'est que il me semble qu'on est quand même un peu à un rendez-vous de l'histoire avec cette explosion des prix de l'énergie et cette volonté, semble-t-il, collective de faire de la transition énergétique, puisque maintenant tout le monde le dit. Et je voudrais quand même attirer l'attention des collectivités sur le fait que dans le risque de pensée unique en matière de transition énergétique ou de contre-transition énergétique, elle existe réellement, et que les collectivités, elles ont aujourd'hui un vrai rôle de contre-pouvoir dans le domaine de la transition énergétique pour éviter effectivement cette pensée unique. Certes décarboné, mais pas forcément sobre, pas forcément protégeant le pouvoir d'achat, pas forcément assurant l'indépendance énergétique du pays. Donc, il me semble qu'il y a vraiment une transition énergétique des territoires qui se fait pas seulement par les territoires, mais parce que c'est l'approche territoriale qui évite effectivement un certain nombre de miroirs aux alouettes. Et il me semble que dans cette période, si j'avais un conseil à donner, c'est garder cette forme d'indépendance vis-à-vis effectivement des lobbies en particulier, des intérêts
intérêt particulier également et de poursuivre notre chemin. Ceux qui étaient là il y a 20 ou 25 ans se rappellent d'où on vient. Et il semble que l'orientation qu'on a prise était la bonne et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se laisser faire par quelques idées toutes faites, y compris sur la décarbonation, qui n'est pas tout dans la vie, même si c'est un élément essentiel. Voilà. Et pour finir, effectivement, ce n'est pas facile de vivre avec 2 degrés de plus. La preuve, j'en ai 3 de plus aujourd'hui. Donc, il faut vraiment maintenir notre niveau à moins de 2 degrés, moi compris. Allez, c'était une petite clin d'œil aux camarades qui sont dans la salle. Merci Nicolas Garnier, merci d'avoir été avec nous à distance. Merci à vous. Jean-François Caron, une demi-phrase alors, vraiment, parce qu'une question est arrivée sur la question des architectes des bâtiments de France. Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire? On revient sur le curé, hein, excusez-nous, et on clôturera après si on part en pause. Il paraît que ça sera la punchline des assises. Donne-moi le 06 du curé. Voilà. Non. Alors, notre église n'est pas inscrite au bâtiment de France, donc on n'avait pas besoin de le demander. Par contre, on a transformé le grand site minier du 11-19, qui est patrimoine mondial UNESCO, ce qui me permet de dire que l'inscription UNESCO du bassin minier participe de la mise en récit de la transformation du territoire et de la façon d'embarquer les acteurs. Ça, c'est un teasing sur les questions de mise en récit. Et pour dire que l'architecte des bâtiments de France a accepté la mise en solaire de l'ancien site minier à 10 mètres d'un site historique. Mais parce qu'on l'a travaillé en co-construction avec l'ABF. Et ça reste une question clé. Si les choses sont imposées, elles ne s'imposent pas. Quand elles sont co-construites, on a des capacités de développement incroyables. Merci pour cette précision. Allez, on vous donne le micro, mais vraiment une demi-question alors. Mais, Hervé, non, ce monsieur-là, parce que sinon, là après c'est fini. Alors, mais il faut allumer le micro dans la salle. Oui, merci beaucoup. Parce que vous avez évoqué l'efficience énergétique, vous m'avez interpellé pour ça. Mais voilà, j'entends et j'apprends qu'un bâtiment, entre autres bâtiments, une cathédrale ou une église, peut ne pas être enregistré comme... voilà. Mais qu'est-ce que l'efficience énergétique? C'est surtout et d'abord le patrimoine bâti. Mais vous l'avez évoqué d'une manière furtive, mais je ne veux pas... mais plutôt, c'est l'autre panéliste, l'agglomération La Rochelle, qui m'a interpellé lorsqu'il avait évoqué les zones humides. Oui. Et puis, il a dit que les zones humides sont puits de carbone. Oui. Parce que la convention de Ramsar, qui n'est pas une convention européenne, c'est une convention internationale sur les zones humides. Et depuis 50 ans. Et ça, c'est pour l'équilibre de la nature. Mais lui, il disait aussi puits de carbone. Je ne sais pas s'il peut réagir sur ça. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne avec nous, mais sinon, nous avons une table ronde dédiée à l'artificialisation des sols. On pourrait y revenir. Est-ce que monsieur Blanchard, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, effectivement, les zones humides. Alors, puits de carbone, ça veut dire tout simplement que l'activité des organismes végétaux est suffisamment forte pour fixer le carbone par photosynthèse. Ensuite, c'est enfoui dans les sédiments. Donc, au-delà du fait que ce sont des zones de forte biodiversité, ce sont également des puits de carbone. On a beaucoup de données scientifiques là-dessus. Alors, je suis moi-même chercheur et spécialiste de ces questions-là. Et en plus, ce sont des zones aussi qui permettent d'amortir, quand on est en zone littorale, les submersions par dissipation d'énergie. Donc, ce sont vraiment des zones à préserver, pas seulement pour la biodiversité, mais pour plein d'autres choses, et notamment vis-à-vis du climat. Merci beaucoup pour cette précision, merci pour votre question. Et là, il est temps de clôturer. C'est toujours trop court, me disait Sébastien Javoc, je confirme. Merci en tout cas à tous les intervenants. Et nous nous retrouvons à 16h pour la plénière consacrée du nord au sud de l'Europe, des expériences inspirantes. À tout à l'heure.